Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une semaine de débat autour d'une actualité économique très chargée. Tiens, mais d'ailleurs, au-delà d'ailleurs des grands sujets macroéconomiques qui vont nous occuper, elle va être rythmée, on va dire ça comme ça, cette semaine-là par le plan de relance, le nouveau plan de relance d'Emmanuel Macron qui va être annoncé a priori demain. 20, 30, 40, 50 milliards, on ne sait plus, ça n'a plus aucune importance, mais il y a des éléments notamment autour de l'énergie. Dieu sait que la question est passionnante, autour de l'électricité. Voilà, ça fait partie des thèmes que l'on va aborder dans l'heure qui vient. C'est parti. C'est parti, donc François-Xavier Oliveau avec nous. Salut François-Xavier, directeur associé Initiative et Finances, qui est quoi, un fonds d'investissement, société de gestion, voilà, société de gestion. Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance. Salut Wilfried. Salut. François Lévesque, prof d'économie, Mines Paris-Tech. Salut François. Bonjour Stéphane. Alors François qui m'a envoyé un bouquin en anglais, mais non, voilà, je ne vais pas faire le malin, en anglais, mais au cœur de... Non, en fait j'ai regardé quand même. Je dis non, mais oui, j'ai regardé quand même. Au cœur, en fait, d'un des sujets dont finalement ne va pas parler Emmanuel Macron. Mais on en parlera ensuite. C'est le prix du nucléaire. En fait, j'ai l'impression qu'on le laisse de côté. Wilfried, pénurie, inflation, nouvelle donne. On balayait ça d'un revers de main. Ouais. Et j'ai l'impression que on essaye toujours de et que la main résiste. Ça commence à coller un peu. Ça commence à coller un peu là. Ça commence à coller un peu. Ils sont là pour longtemps. Ça change la donne. En fait, il y a plusieurs choses. Dans l'inflation, il y a toujours trois temps en fait. Il y a un premier temps, c'est tout ce qui est prix matières premières, énergétiques, intrants qui bougent. Après, le deuxième temps, c'est comment est-ce que ces intrants-là vont être passés aux consommateurs. Le troisième temps, c'est est-ce que ça va déclencher une spirale avec les salaires. C'est toujours et après derrière, on absolument. Ce qu'on voit là, c'est qu'on a clairement la première étape qui est totalement là. C'est-à-dire que non seulement on a le prix des matières premières, on a le prix de l'énergie, et on commence à avoir le prix de tous les intrants globalement industriels qui montent et qui montent de façon forte, et également pour des raisons réglementaires. C'est-à-dire pas uniquement pour des raisons de redémarrage de l'économie, c'est-à-dire pas des raisons strictement conjoncturelles où on sait qu'à un moment donné, ça va s'arranger. On voit qu'on est en train structurellement de faire monter les coûts pour des raisons sanitaires, pour des raisons écologiques, voilà, pour des raisons de souveraineté. On est en train de faire monter les coûts de l'économie. Et donc, on se dit, est-ce qu'on va avoir la deuxième phase ? C'est-à-dire la phase où... ça passe dans les prix d'abord. Ça passe dans les prix. On commence à la voir. On commence à la voir un peu. On commence à la voir, mais plutôt par une évolution de la gamme proposée aux consommateurs. C'est-à-dire que, comme par hasard, ce qu'on propose aux consommateurs, c'est plutôt les produits les plus haut de gamme dans lesquels on peut faire placer plus facilement les hausses de prix. Donc, en moyenne, on commence à le voir. Philippe Wechter, la semaine dernière, m'a envoyé un graphique super intéressant où, alors c'est l'indice Markit des prix, donc globalement, c'est les prix, je veux dire, plus en B2B, qui sont presque encore plus intéressants. Ce que tu vois, c'est qu'en fait, ils sont d'ores et déjà bien au-dessus de la réalité de l'inflation. Complètement. Donc les boîtes sont en train de les passer assez massivement, ces hausses de prix, en tout cas dans le B2B. Non, exactement. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir un allègement des contraintes d'origine avant qu'on rentre dans la troisième phase ? Voilà. Moi, ce que je vois dans les tout derniers indicateurs, mais vraiment, faut que ça soit évidemment confirmé, c'est qu'on commence à avoir une légère détente, par exemple, sur le temps d'attente au large du port de Los Angeles, sur le prix des conteneurs, justement, entre Shanghai et la côte ouest des États-Unis. Alors, voilà, on est aussi en Golden Week américaine. Non, mais c'est le critère à suivre, c'est le temps d'attente au port de Los Angeles. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, on commence à voir. Alors, on était sur des temps qui étaient explosifs à la hausse. Là, on a un petit palier, puis le palier commence à descendre un peu. Donc, alors, est-ce que c'est juste conjoncturel ? Il faut voir, est-ce que ça va s'améliorer ? Si c'est le cas, ça voudrait dire que tout ce que nous dit, par exemple, Philippe Lannes, le chef économiste de la BCE, disant hier, il nous a dit oui, la large partie de l'inflation, c'est temporaire, donc c'est lié à la réouverture et ça va s'améliorer. Mais il faut quand même attendre ça, parce que si c'est pas le cas... J'ai une phrase saut banque centrale d'Isabelle Schnabel, donc l'allemande, l'une des deux allemandes au Conseil des gouverneurs. Elle est même membre du directoire. Membre du directoire. Ouais, tout à fait. Il serait prématuré d'affirmer, de la Banque Centrale Européenne, pardon, il serait prématuré d'affirmer que la dynamique actuelle des prix s'atténuera totalement l'an prochain. Voilà. Oui, ça veut dire que si véritablement vous m'avez totalement compris dans mes prédictions, c'est peut-être que je me suis parfaitement mal exprimé. Prématuré d'affirmer. Oui.
Et tu avais toi-même noté la semaine dernière que Christine Lagarde avait Elle a fait une double négation. Elle a fait une double négation qui lui a fait sans doute dire le contraire de ce qu'elle voulait dire. Tellement ils ne veulent pas s'engager sur cette question, en fait. Non, exactement, parce que le véritable problème, et François sera beaucoup mieux à même d'en parler que moi, mais le véritable problème des pénuries, c'est que c'est autoréalisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à parler de pénurie, vous avez un phénomène de stockage de précaution qui fait que ce stockage de précaution en plus perdure. C'est-à-dire que si vous dites c'est juste à un moment donné, par exemple... Là, les semi-conducteurs, dès qu'il y a la moindre cargaison qui arrive, j'imagine, ou dès qu'il y a la moindre sortie d'usine, elle est achetée 3, 4, 5, 10 fois. Exactement, voilà. Exactement. Les carburants au Royaume-Uni. Et voilà. Non, les carburants au Royaume-Uni, oui, absolument. Voilà, tout d'un coup, ça c'est un phénomène de masse, quoi. Tout d'un coup, le gouvernement dit oui, il y a des problèmes, on manque de chauffeurs pour approvisionner les stations-service entre la raffinerie et la station-service. Les Anglais, du coup, ils ont peur de la pénurie. Hop, ils font le plein de leur voiture à l'avance. Et voilà, et la pénurie devient une plus grande pénurie. Et plus la pénurie devient forte, plus les gens ont des comportements... En particulier dans les biens de consommation courants, parce que quand c'est des biens de consommation durable, à un moment, voilà, si on achète très vite un lave-vaisselle parce qu'on a peur de manquer, on va pas en acheter 2 ou 3 dans les années qui viennent. En revanche, quand ce sont des biens de consommation courante, on achète régulièrement. Si effectivement... On a toujours peur de la mais là, on n'en est pas là. Là on n'en est pas non, et puis je ne sais même pas si on en sera là un jour. Parce que... c'est justement pour ça qu'il ne faut pas que ça arrive. Par exemple, là, on commence à atteindre aux États-Unis une période qui est très importante, c'est Thanksgiving. Donc Thanksgiving, c'est véritablement la période qui lance la grande période de consommation aux États-Unis. Donc si on commence à avoir des phénomènes de surstockage à la fois des industriels et de surcommande de la part des particuliers, oui, on commence à avoir ce phénomène d'autoréalisation. François-Xavier. Ce qui est marrant, c'est qu'on est passé d'un phénomène de déstockage, parce qu'au départ, la source de la crise, c'est le fait qu'effectivement, on n'est pas produit pendant le temps, très clair. On a déstocké. Et là, effectivement, le phénomène inverse, c'est le surstockage. Donc ça veut dire que le contre-coup, dans l'autre sens, il va être aussi très fort. Les deux phases de baisse. Donc toi, tu penses plutôt une retombée finalement violente. Je ne sais pas quand. Une fois que les stocks seront pleins. Parce que tu as quand même un effet effectivement que tu as très bien décrit Wilfried, de temporalité et avec des décalages, des phases de 6-12 mois. Qui passe effectivement dans les prix, notamment parce que les distributeurs acceptent les hausses de prix parce qu'ils préfèrent avoir des produits plus chers que pas de produits du tout. Et donc là, moi j'entends sur le marché des gens qui disent je passe des hausses de prix et effectivement le distributeur l'accepte, ce qui est évidemment pas l'habitude. Ce qui est corrélé en plus à la trésorerie pléthorique de l'ensemble des boîtes arrosées par le pognon public. C'est clair qu'aujourd'hui la priorité, et notamment pour la période de Noël, pour les jouets et notamment pour l'hiver qui va être sur tous les aspects énergie, effectivement on cherche à sécuriser les approvisionnements, sécuriser le chauffage. Voilà. Après l'hiver, on verra ce qui va se passer. La question, c'est combien de temps ça va... Ça peut retomber violemment, c'est ça que tu nous dis à un moment. Ça va retomber violemment. Parce qu'il y aura du surstock. Toi, tu dis ça va retomber violemment, c'est très clair. À un moment donné, quand tu commences à basculer, alors violemment... La boucle prix-salaire, tout ça qui s'enclencherait, tu n'y crois pas? J'y crois sur certains jobs qui ont été très... Mais plus pour des questions de fond, dans les services, dans l'hôtellerie. Là, c'est sûr que sur des jobs très spécifiques, informatiques, etc. Donc il y a certaines fonctions qui vont augmenter, dont le prix va augmenter, et c'est bien qu'ils augmentent. Donc il y aura probablement un réajustement des échelles de salaire, probablement relatif. Quelque chose de oui, mais comme tu le dis, c'est structurel, c'est pas lié en fait à l'inflation. Après, derrière, l'inflation, est-ce que c'est une hausse des prix ou est-ce que c'est une hausse durable des prix? La définition théorique, c'est effectivement une hausse durable des prix et des salaires avec cette logique de modernisation. Je ne crois pas que ce soit en train de démarrer. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, nous, les deux pics d'inflation qu'on avait eu dans les années 2010, à 3 et 4% en 2008 et 2013, je crois, ont tous les deux été suivis de périodes d'inflation négative. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le rouge en 2009 et en 2016. Et je pense que là, on monte tellement haut qu'on va descendre très très bas. Sauf que depuis le début, François-Xavier, on fait l'erreur, c'est Mathilde Lemoine d'ailleurs qui avait dit ça très très tôt, on fait l'erreur de comparer ce qu'on vit aux crises économiques. Oui, or, il faut la comparer aux pandémies. Et il y a des éléments de comparaison possibles avec les pandémies et les réactions économiques des agences sont radicalement différentes. C'est vrai, mais à la fin, tu as une crise de supply chain. C'est fondamentalement, là, la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise de demande, c'est vraiment une crise d'offres et qui n'est pas structurelle, qui à un moment donné, il y a une demande très forte, une offre qui n'est pas suffisante, et donc la demande a exactement ce que décrivait François tout à l'heure, cette espèce d'effet autoréalisateur de créer des pénuries, et donc ça monte jusqu'à un moment donné où effectivement les stocks commencent à être vraiment pleins et les gens commencent à baisser leurs demandes. En même temps, tu as la capacité d'offre qui a augmenté, qui augmente de plus en plus, il y a des investissements qui sont faits sur la capacité de production, et donc à un moment donné, le truc va s'inverser, et va s'inverser probablement aussi brutalement. Et je pense que c'est ça que craint la Banque centrale. Je pense qu'elle le craint parce que le jour où ça va s'inverser, là, il n'y aura plus beaucoup de leviers pour tenir l'inflation. Mais c'est probablement pas avant 1 ou 2 ans. Bonsoir. Moi, mon interrogation, elle porte sur la demande, sur l'évolution de la demande, sur l'évolution de la consommation sur le plan mondial.
La pandémie a mis, non pas entre parenthèses la consommation, mais en tout cas a réduit considérablement la consommation. La fin de la pandémie dans certains pays, en tout cas, tout d'un coup, hop, il y a un sursaut de consommation. Orgie de consommation. Voilà, aux États-Unis, une orgie. absolument incroyable. Donc la consommation fait ça, donc c'est assez logique. Bien évidemment, il y a le problème du côté de l'offre, mais et donc quelle sera la demande dans 6 mois? Est-ce que du coup il va y avoir une nouvelle vague ou des problèmes de pandémie ou des conflits entre les États-Unis et la Chine ou voilà, ou parce qu'il y a aussi une épargne absolument massive de la part. Donc comment les consommateurs vont jouer le jeu et réagir et se comporter à la fois en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Europe au cours des 6 prochains mois? Là, je vois pas. Mais, donc immense prudence. Donc immense prudence sur l'ensemble de ces paramètres. Mais surtout, Stéphane, que l'inflation, je trouve, devient de plus en plus un phénomène politique et de moins en moins un phénomène économique. C'est-à-dire que on voit très bien que la perception de l'inflation par les populations devient un enjeu extraordinairement fort dans tous les débats politiques qu'on voit. Alors, on le voit en Europe, on le voit en France. C'est parce que c'est la loupe de l'énergie qui fait ça, non? C'est la loupe de l'énergie. Énergie carburant, quoi. C'est énergie carburant et logement. On va commencer à voir les prix alimentaires. On a le syndicat des pâtes qui a dit je vais augmenter de 10%. Et quand les pâtes alimentaires vont augmenter de 10% chez Carrefour. Ça, alors, c'est un chiffre que j'ai appris la semaine dernière dans les merveilleuses émissions que nous avons faites, notamment une sur la grande distribution. La matière première alimentaire, c'est 6% du prix de ce que tu retrouves en termes de produits alimentaires dans les rayons. Tout à fait. Donc les acheteurs de la grande distri vont peut-être calmer un peu les ardeurs. Mais c'est extraordinairement politique. C'est-à-dire que ce sujet-là devient politique. Et à partir du moment où le politique s'en empare, on peut avoir cette boucle qui s'enclenche parce que le politique déclenche la boucle prix-salaire à force d'avoir des réglementations et des pressions réglementaires. D'où la question qui est posée par les Échos ce matin à Jean-François Roux de Bézieux, et il est obligé de dire des salaires vont augmenter, mais on ne peut pas augmenter tous les salaires. Voilà ce que tu disais, François-Xavier. Voilà. Et donc là, il va falloir suivre ça. Bon, François, alors, mine ParisTech, mais aussi auteur remarquable bouquin sur les entreprises hyperpuissantes. Moi, je voulais voir, même si c'était la semaine dernière, mais je voulais ton avis, et puis évidemment le vôtre, mais ton avis sur Facebook. J'ai été passionné par le parallèle fait par, alors je crois que c'était, la lanceuse d'alerte a été entendue par le Congrès, hein, c'est ça, voilà, par les congressistes américains, sur le parallèle entre Facebook et l'industrie du tabac. En gros, Facebook cache des études qui montrent la nocivité de son produit, comme le faisaient les industriels du tabac dans les années 50 et les années 60. Est-ce que c'est une crise de plus pour un Facebook qui est en crise permanente, ou est-ce que celle-là est plus dangereuse que les autres? Comment est-ce que tu as regardé ça? Moi, je pense qu'elle n'est pas plus dangereuse que les autres, mais l'accumulation va finir par poser des problèmes aux investisseurs, aux annonceurs, etc. La comparaison avec l'industrie du tabac est effectivement sur l'idée d'offusquer une partie de la réalité qui est les méfaits liés aux méfaits d'une utilisation trop intensive de Facebook. Mais rappelons quand même que l'industrie du tabac, elle tue. Voilà. Alors, est-ce que Facebook tue indirectement, oui. C'est pas sur la gravité, je crois. Voilà. C'est sur le mécanisme. Voilà. Hein, les conséquences ne sont pas cette lanceuse d'alerte arrive. Oui. Alors, c'était sur les adolescenteux d'ailleurs, davantage visiblement que les adolescents, avec des études de Facebook qui montrent « Ouh là là, c'est chaud ». Et en parallèle, Facebook qui continue à travailler sur alors je crois que c'est plus Instagram que Facebook d'ailleurs qui pose problème, sur un Instagram pour les moins de 13 ans. Oui, mais là, c'est classique. En plus, aux États-Unis, on n'aime pas les gens qui mentent. Ou en tout cas, quand les gens mentent, ils sont piqués par des juges, ça peut leur coûter cher. C'est le péché majeur. Voilà. Ouais. Et donc là, visiblement, ils ont menti parce qu'ils par omission, mais peut-être, mais pas simplement. C'est-à-dire qu'il y a aussi les discours de Facebook qui sont relativement rassurants en ce qui concerne l'utilisation de leurs 3 plateformes, Instagram, WhatsApp et Facebook. Donc ça fragilise Facebook, mais en plus, ils ont un modèle d'affaires qui est relativement fragile dans la mesure où c'est un marchand d'attention. Donc la seule recette, ce sont les recettes publicitaires. Donc c'est pas comme Apple, c'est pas comme Amazon, c'est pas voilà, même si Amazon fait de la publicité. Donc là c'est une fragilité intrinsèque. Vous avez des annonceurs qui finalement vont trouver
qu'une partie de leur argent serait mieux utilisée ailleurs, serait mieux placée ailleurs parce que l'image de Facebook n'est pas bonne. Vous avez une fragilité. C'est ça. Alors évidemment, la grande force, c'est quand même 3 milliards d'utilisateurs. Voilà, donc, bon. Mais les utilisateurs, ils peuvent quand même un peu bouger sur TikTok, sur d'autres plateformes. Donc des GAFA, c'est quand même Facebook qui me paraît le plus fragile. Et en plus, Facebook, on peut découper Facebook en morceaux beaucoup plus facilement qu'Apple ou Google. C'est-à-dire on peut, Instagram d'un côté, WhatsApp d'un côté et Facebook de l'autre. Et puis voilà, on peut faire du standard oil ou de briser, comme on a brisé les télécoms aux États-Unis au XXe siècle. Eh bien, on peut relativement couper facilement Facebook. On ne peut pas couper facilement les autres. Donc à chaque fois, c'est un coup de boutoir qui vient fragiliser le truc. Tiens, j'y pense, mais je vous montrerai l'image demain si vous n'avez pas le temps d'aller la chercher. Mais il y a Jeff Bezos qui a envoyé, je ne sais pas s'il va en envoyer d'autres, mais qui a envoyé une du Barron's de 1999 qui explique pourquoi Amazon n'a aucun sens, pourquoi est-ce que ce que dit Jeff Bezos est absurde. Il ne fera jamais d'argent. Puisqu'en fait, c'est un intermédiaire. Or, il faut vendre directement ses produits. Et il est même dangereux, d'ailleurs, parce que en fait, il est représenté sous l'aspect d'une bombe qui va exploser. À la figure de Wall Street, mars 99, moyen emploi en haut. Tu verras, je ne sais pas si tu as regardé cette une du Barron's. Je l'ai regardé, mais j'ai pas signe de fragilité sur les marchés. Un an avant, c'était un an avant, un an avant, mars 2000. Un mot sur Facebook. C'est intéressant cette logique de corréler en fait l'idée de l'addiction aux réseaux sociaux avec l'addiction au tabac. Je trouve ça passionnant. Elle dépasse complètement Facebook. Parce que tu peux découper Facebook en Instagram, WhatsApp. Tu auras toujours l'addiction. C'est simple, mais tu as toujours l'addiction. Tu n'as pas réglé le problème. Et TikTok, c'est non, c'est pas sur l'addiction, c'est sur l'idée que tu sais que tu fais du mal et tu continues. Oui, bien sûr. Mais ton business, comme le dit François, ton modèle d'affaires, c'est de faire du mal, en fait. Absolument. Mais ce modèle d'affaires-là, il est réplicable sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la question ne s'arrête pas à Facebook. Si effectivement, et comme c'est effectivement assez que ça c'est plus Instagram, attention. Et donc, voilà, c'est l'image, c'est la vie que tu racontes sur Instagram, c'est tout ça. Et en fait, la question que ça pose derrière, c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes, qu'est-ce qu'on va considérer demain comme une addiction ? Est-ce que les jeux vidéo, c'est une addiction demain ? Parce que si tu déroules un peu le raisonnement, en fait, tu as pas mal de business et de zones économiques où tu dis il y a une logique d'addiction malgré tout. Et donc, comment est-ce que je régule ? Est-ce que c'est le rôle du régulateur ? Est-ce que c'est le rôle des parents ? Est-ce que c'est le comportement d'une personne majeure et responsable de dire bah oui, j'ai décidé de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et c'est mon choix individuel. Enfin, je trouve qu'il y a derrière ça une question qui est beaucoup plus vaste, qui à mon avis devrait ressortir dans les années, décennies qui viennent. Les Chinois ont répondu. Les Chinois ont répondu à la chinoise. Il y a aussi l'effet gratuité. L'effet gratuité, c'est-à-dire que c'est un marchand d'attention, donc il reçoit de l'argent des annonceurs, mais il ne reçoit absolument rien des utilisateurs. Et donc les utilisateurs, ils peuvent passer 8 heures gratuitement ou 24 heures sur 24 gratuitement sur le réseau. Et donc la gratuité, elle facilite l'addiction. Et puis effectivement, comme tous les marchands d'attention, comme ils vendent l'attention, il faut que les gens restent le plus longtemps possible sur leur écran. Donc, il faut favoriser les effets addictifs des utilisateurs. Et voilà le cercle. Mais la gratuité, je veux dire, une fois que vous avez fini la bouteille de vin, vous êtes alcoolique, vous en rachetez une, mais à un moment, 2 litres, où vous n'avez plus de sous, et les paquets de cigarettes, 2-3 paquets de cigarettes. Oui, ça coûte cher. Facebook, on peut d'ailleurs, on peut en faire une arme. C'est-à-dire qu'on peut faire du prix du tabac une arme pour essayer de lutter contre l'addiction. Facebook, vas-y, Wilfried. Là, je trouve que le véritable sujet qui se pose indirectement à Facebook au travers de ça, c'est le fait qu'ils vendent effectivement de l'attention, mais qu'ils sont incapables, et on se rend compte de plus en plus, de faire véritablement un ciblage de façon précise. Or, ils vendent de la publicité, et ils vendent de la publicité ciblée. Or, on se rend compte, il y a des études aux États-Unis qui se rendent compte que l'algorithme de ciblage de Facebook ne marche pas du tout. En fait, tout ce qu'ils veulent, effectivement, c'est avoir de plus en plus de gens en masse sur leur réseau, mais ils sont incapables de dire précisément qui est en train de regarder quoi à tel moment. Or, les annonceurs, c'est ce qu'ils achètent. Et donc, ils se rendent compte, c'est pour ça que, par exemple... T'es sûr de ça? C'est la grande illusion technologique dans laquelle on baigne. Exactement. Ah, mais j'en suis absolument sûr. D'ailleurs, Procter & Gamble a décidé de baisser de $100 millions ses investissements dans la publicité numérique, et en particulier dans Facebook, parce que justement, ils se rendent compte que
ils vont cibler des niches de clients ou de prospects qui sont absolument pas les bonnes. À l'autre bout du spectre, c'est Anthony Bourbon, le patron de Feed. Je dis autre bout du spectre du business, parce que c'est pas Procter, ça le deviendra, mais c'est pas Procter, qui lui m'avait dit au printemps dernier qu'il avait complètement arrêté Facebook. Ouais. Parce qu'en fait, exactement pour ce que tu expliques, il se rendait compte que le ciblage était très mal fait. Exactement. Et donc, en fait, d'une certaine façon, c'est là où on peut dire que le marché est bien fait. C'est-à-dire que plus on est dans quelque chose de masse où on va chercher à attirer de plus en plus de monde pendant de plus en plus longtemps, moins ceux qui vont chercher des choses extrêmement précises, que maintenant on cherche des choses extrêmement précises, extrêmement ciblées, vont être intéressés, vont être prêts à payer. Et donc, il va falloir à un moment donné que la technologie change ou que les méthodes changent, parce que tout simplement, l'argent ne va pas arriver. Sachant qu'il y a là aussi, en Europe en tout cas, des éléments réglementaires. Exactement. Qui ont fragilisé aussi Absolument. le modèle publicitaire Absolument. de Facebook. Bon, c'est intéressant. Alors, après la pause, on parlera de l'énergie du nucléaire. Wilfried, tu voulais parler de Joe Biden. Joe Biden entravé. Qui a beaucoup de mal, là on se retrouve... Enfin, Joe Biden libéré. Avec le concours. On se retrouve dans la quand même très très régulière paralysie du bipartisme américaine. Oui, et américain. Qu'est-ce que... en fait, moi, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Ce qui me frappe justement, c'est que on considère qu'il y a un bipartisme américain, mais on se rend compte qu'à l'intérieur de ces partis, parce que justement ils sont contraints par le bipartisme, pour des raisons qui sont des raisons de l'organisation véritablement des institutions américaines, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un bipartisme américain, mais à l'intérieur, les partis sont totalement fragmentés. Et en particulier le Parti démocrate, le Parti républicain il devient très trumpiste. Mais le Parti démocrate, on voit qu'il se fracture dans trois partis complètement différents. Le Parti démocrate qui juge, ce que j'ai appelé ce que j'appelle le parti wilsonien, celui qui est sur les principes, sur l'éthique, sur la morale, et tout le reste ne compte pas. C'est qui ça Alors ça, c'est par exemple, c'est un mélange entre Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, qui est la représentante du Minnesota. Voilà. Les activistes, quoi. Voilà, il y a les activistes, les woke, les déboulonneurs de statut, les déboulonneurs de statut. D'accord, ben voilà, on voit mieux de qui tu parles. On a les Rooseveltiens. Alors ça, c'est Elizabeth Warren, c'est Bernie Sanders, qui disent il faut que l'État remplace le privé parce que le privé fait du mal et il faut que l'État fasse du bien. Donc là, il faut aller dans les grands travaux. On va parler de l'énergie, il faut que d'un point de vue énergétique, on soit dans le public, ce qui était Roosevelt. Roosevelt, il a nationalisé tout ça avec des conséquences pas terribles, mais voilà. Et puis on a la partie plus clintonienne Obama, qui veut simplement mettre quelques cadres pour que le marché continue à prospérer. Et tout ça, en fait, à chaque fois qu'on a un projet, tout ça se tape les uns avec les autres et n'arrive plus à avancer. Alors qu'on dit il y a une étiquette démocrate, mais la seule étiquette qui vaille, c'est anti-Trump. Oui, mais une fois qu'on a battu Trump, on ne sait plus comment avancer. Ouais. Et là, Biden est en train de payer ce prix-là. On a failli le payer très cher avec le relèvement du plafond de la dette, et quand même failli pas passer. Parce que en tout cas, qui a mis plus de temps. Dans ma courte carrière de mais en fait, journaliste économique, j'ai vu au moins 3 ou 4 fois ce sketch. Mais compte tenu du paysage politique, quand on le regardait, démocrate, on se disait il n'y avait aucun problème. Or, il y a eu un petit problème. Et on n'était pas censé en avoir. En même temps, le sujet est là, c'est pas de le dépasser, là c'est faire un étage. Voilà, c'est Ariane 5, Ariane 6. Là, on est dans le le dépassement devient massif. Voilà, le dépassement devient massif. Mais donc, clairement, tous les problèmes, même ceux qui devraient normalement se résoudre effectivement facilement, ne se résolvent pas. Et Biden, lui, il est plutôt, comme tu le disais, Obama, Clinton, comme Clinton, c'est-à-dire... Le moins on en fait, le mieux on se porte. Exactement, sauf qu'effectivement, il est quand même poussé par sa majorité. Il a une espèce de... C'est pas comme en Allemagne, donc c'est pas un contrat de gouvernement écrit avec voilà ce qu'on va faire, mais il a quand même une espèce de contrat moral né du mécanisme de la primaire. C'est qu'à un moment donné, pour que tout le monde soit derrière lui et dise non mais ok, l'important c'est de battre Trump, il a été obligé d'avoir... il faut réformer, il faut qu'il fasse des trucs. Le plus petit dénominateur commun, voilà, et c'est assez compliqué à trouver. Bon. C'est un peu comme si en France, on avait une coalition LREM, PS, la France Insoumise, en gros. Je la fais courte, mais la France Insoumise, tu vas loin. Pas loin. Non, et en fait, pas loin. On a une vision du Parti démocrate comme étant uniforme, et c'est exactement ce qu'a décrit Wilfried. En fait, c'est très fragmenté. Et c'est des tiers à peu près équilibrés ? C'est-à-dire la France Insoumise, donc AOC, là, Ocasio-Cortez, c'est un tiers du Parti démocrate. C'est peut-être un peu plus, c'est un peu moins. Non, ça pèse, le cœur, c'est les Rooseveltiens, et de plus en plus, vous avez les LREM, quoi. Et donc pour faire en fait, et effectivement, le sujet, c'est qu'ils ont en gros un an avant les midterms de 2022, parce que leur majorité,
qui est vraiment très très fine. C'est 50-50 au Sénat et 220-212 à la Chambre des représentants. Donc ils ont vraiment une toute petite majorité avant les midterms de 2022 et ils ont un an pour arriver à mettre en place l'agenda de Biden. Effectivement, il y a un énorme enjeu d'arriver à faire converger tout ça en disant, écoutez, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais c'est mieux que rien d'aller au moins dans une direction plutôt que de rien faire du tout. Parce qu'ils ont plusieurs plans, effectivement, ils ont un plan infra et un plan plus social. Je ne sais pas très bien ce qui sortira de ces discussions. François, ça t'intéresse Moi, je me demande, je vais être un peu franc, hein, on s'en fout un peu, non ? Non. C'est-à-dire, pour la stabilité du monde, des affaires, ce qui nous intéresse nous, quoi. Voilà, la marche de l'économie internationale, on s'en fout un peu. On s'en fout tant qu'il n'y a pas de crise majeure qui réclamarait une mise en place que le gendarme du monde prenne son sifflet et exactement, tant que ça tourne. Enfin, on s'en fout, sauf quand même que si l'avenir de l'Europe dépend du changement du président aux États-Unis tous les 5 ans... on n'est pas au mieux. Les 4 ans d'ailleurs en plus. Oui, les 4 ans. Les 4 ans, voilà, c'est un problème. C'est un problème et moi, mon interrogation d'économiste, elle est plutôt dans la représentation, dans les comportements et les motivations des gens qui votent. C'est quel arbitrage ils font entre leurs convictions et le plaisir de voter pour celui qui va gagner, quoi. Ce qui me frappe dans les élections françaises, il est maintenant quand même admis depuis plusieurs années en France qu'il y a, lui, il faut voter pour lui parce que c'est lui le gagnant, quoi. Il a plus de chances de gagner. Je veux gagner. Et donc c'est l'idée que on préfère voter pour un gagnant potentiel que pour un perdant. Enfin, peut-être de plus en plus, et donc que les convictions, finalement, les préférences jouent un rôle moindre, parce que ce qui est important, c'est d'être parmi ceux qui ont voté. D'où tous les débats autour des sondages et de leur impact sur les choix réels. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on peut faire 1 heure sur les sondages ? Peut-être qu'il faut la faire, cette émission. Tu crois qu'on peut faire 1 heure sur les sondages avec des experts des sondages, etc. Avec des experts, bien sûr. Mais il faut aussi utiliser les bonnes figures. Il se trouve que dans la concurrence en microéconomie, on peut prendre des schémas linéaires ou des cercles, donc pour présenter les préférences des consommateurs. Quand on fait des sondages, on prend la ligne, d'accord ? La droite, c'est-à-dire qu'on met l'extrême gauche, l'extrême droite, et on se dit, voilà, il y a les préférences, et en fait, du coup, les plus éloignés en termes de préférences, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Et en fait, la bonne figure, et c'est la même chose en économie, c'est un cercle. Et du coup, c'est un cercle pourquoi ? Parce qu'en fait, les balancements de vote, c'est-à-dire entre les mélenchonistes et les lepénistes, sont beaucoup plus forts. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient très, très proches. Voilà, donc arrêtons de présenter... une ligne droite, les préférences, il faut les mettre sur un cercle comme les modèles de microéconomie pour savoir si on va au Starbucks d'à côté ou à un autre magasin de café. On fait une pause, l'énergie, l'électricité dans un instant. On repart les amis. Donc François, The Economics and Uncertainties of Nuclear Power. Cambridge Edition. University Press, voilà. Ah ouais. On est content quand on a fait ça, non ? Oui, j'aime beaucoup sur la couverture parce que c'est la peinture d'un ami. En fait, le truc, c'est pris comme une évidence. Donc Emmanuel Macron va sans doute annoncer demain un choix nucléaire. On parle beaucoup notamment du développement d'un petit réacteur qui s'appelle SMR. Voilà, les 3 lettres ont fait irruption dans le débat. Moi, je trouve toujours très marrant comment des lettres tout à coup font irruption dans le débat médiatique, comme si tout le monde savait de quoi on parlait, quoi. Évidemment, une paire de SMR, 340 mégawatts, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, il n'y a aucune référence. Bref, peu importe. Et donc, c'est pris comme une espèce d'évidence, par Bruno Le Maire par exemple, que l'énergie nucléaire est une énergie, alors décarbonée oui, mais peu chère. Alors, en fait, vous avez écrit plus de 300 pages pour dire que c'était beaucoup plus complexe que ça, finalement, François. Oui, c'est-à-dire que la différence qu'il faut tout de suite introduire, c'est entre le parc nucléaire qui existe en France celui et qui est amorti, les nouveaux réacteurs. Non, on parle des nouveaux. Si on parle des nouveaux réacteurs, c'est vrai que si on prend l'évolution historique en monnaie constante, en s'intéressant au prix en dollars ou en euros par mégawatt, parce que évidemment les plus grands réacteurs sont plus chers, mais il faut normaliser. Si on normalise, on voit que le prix des réacteurs aux États-Unis, plus le réacteur est construit récemment, plus il est cher.
D'accord ? Vous prenez les premiers réacteurs depuis 1960. En France, on est relativement stable. Au Japon, ça monte. En Corée, c'est à peu près stable. Et donc, on a affaire à une industrie qui ne réduit pas ses coûts. Avec l'avancée technologique. Vous prenez le solaire, vous prenez les éoliennes. À chaque fois qu'on construit une éolienne, eh bien, elle est moins chère que l'éolienne précédente. En fait, sur le nucléaire, historiquement, ça n'a pas été le cas. Du fait des exigences de sûreté, François. Voilà, alors après, quelles sont les explications ? Pourquoi on n'a pas cette descente des coûts avec le progrès technique et une meilleure organisation pour fabriquer les choses et pour les construire ? Eh bien, une des raisons, c'est effectivement la régulation de sûreté. C'est que la bonne nouvelle, les réacteurs coûtent de plus en plus cher à taille comparable et en monnaie constante, mais ils sont de plus en plus sûrs. Ouais. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous voyez que la compétition technologique, elle est entre plusieurs façons de produire de l'électricité, y compris de l'électricité non carbonée, dont le nucléaire. Et si le nucléaire ne parvient pas à stabiliser ses coûts de construction, eh bien, il va se faire chasser un jour par renouvelable plus stockage. D'accord ? C'est que la bonne comparaison, c'est nucléaire d'un côté versus stockage et renouvelable. Le renouvelable a fait ça. Le stockage, si le prix du stockage d'électricité diminue, le nucléaire sera vraiment dans une mauvaise position économique de compétitivité. Le problème, François, et alors on est vraiment sur le cœur du truc, c'est que ces décisions, on doit les prendre maintenant. Ouais. Et que, effectivement, alors... je fais de la retape, mais formidable émission la semaine dernière sur le prix de l'électricité, j'ai appris énormément de choses. Effectivement, par exemple, les grands champs d'éolien en mer aujourd'hui peuvent vous sortir un prix du mégawattheure qui est à peu près comparable à la sortie de l'éolienne, 42, 43 euros le mégawattheure, à ce que fait le nucléaire. Sauf qu'en fait, le système derrière, c'est-à-dire le stockage, la régulation, les nouveaux réseaux pour gérer... Oui, absolument. Ça, c'est un coût qui est aujourd'hui inestimable et inestimé pour les Enfin, il est estimé, là, ça s'appelle l'écosystème. Bah oui, mais pour le stockage, tu ne peux pas, tu sais pas. Pour le stockage, on n'était même pas sûr, en fait, que tu feras un jour du stockage. Non, mais je croyais que c'était allusion au fait que c'est une énergie intermittente. Intermittente, voilà. Donc si c'est intermittent, il y a des coûts de système, exactement, du backup, etc. Donc ça, mais on arrive quand même à estimer. Il va y avoir un très beau rapport du réseau de transport de l'électricité. C'est l'entreprise qui gère les lignes haute tension. Eh bien, le 25 octobre, un rapport avec plein de scénarios, avec du nucléaire, sans nucléaire, etc., et avec des estimations des coûts. Ouais. Tu as quand même une évolution du coût de stockage récente qui est pratiquement aussi spectaculaire que celle des panneaux PV. Les panneaux PV, c'est moins 20% par an en termes de baisse de coût, c'est-à-dire une division par 10 en 10 ans. On enlève à 0 tous les ans. Et le stockage, c'est à peu près les mêmes tendances. C'est une division par 8 en 10 ans. Donc, le problème... Il ne faut pas refaire l'émission. Ouais, je ne vais pas refaire l'émission parce que, voilà, en gros, le stockage dont on parle est à ce point massif. Parce qu'il faut voir de quoi on parle. C'est toujours les effets d'échelle, en fait, sur l'énergie. Que c'est même pas au début du commencement de le réaliser. C'est ça la question, c'est l'empreinte au sol, en fait. Voilà. La vraie question, c'est l'empreinte au sol. Et donc pour moi, l'arbitrage... Et la chimie, et les métaux rares, et tout ce qui fait une batterie. Les métaux rares, il n'y a pas de sujet de métaux rares. Mais bon, ça, on pourra... Voilà, on pourra y revenir. Mais, non, et le fait que sur la partie lithium, cobalt, métaux rares, etc., il n'y a pas de sujet. Mais enfin, on pourra évidemment en faire une émission dédiée. Mais non, le point, c'est qu'effectivement, c'est ce que disait François, le prix d'un nucléaire nouvelle génération, donc c'est de l'ordre de 55 effectivement euros de mégawattheure, ce qui est pas mal effectivement. On est aujourd'hui avec un solaire qui est largement compétitif et avec un stockage qui diminue fortement. Donc la question à la fin, c'est à peu près clair pour moi en tout cas que la partie solaire stockée va être vraisemblablement moins cher. La question, c'est effectivement le foncier, l'empreinte au sol et la capacité à... c'est compliqué parce que le solaire, il faut qu'il y ait du soleil. Oui, bien sûr. En Californie, c'est beaucoup moins cher. Merci François. En Californie, c'est beaucoup moins cher. En Allemagne, c'est beaucoup plus cher. C'est une émission d'experts. N'oubliez pas. Mais la véritable question. N'oubliez pas que la question du stockage, c'est la question du stockage intersaisonnalité. Absolument. C'est pas le stockage pour 24 heures. Et ça, on ne sait pas trop faire. Et ça veut dire surdimensionnement. À coût relativement modeste. La véritable question autour de tout ça, c'est quel coût on associe à la possibilité même très faible d'un blackout. C'est-à-dire que le véritable problème des énergies dites intermittentes, même si on a des systèmes qui permettent en théorie d'éviter les blackouts, c'est à partir de quel moment est-on suffisamment sûr d'atteindre une probabilité tellement faible qu'on pense que le blackout n'arrivera jamais. Et donc, quel est ce coût de cette probabilité extraordinairement faible ? Parce que le coût d'un blackout est énorme, à la fois en termes politiques,
en termes économiques, en termes sociaux, il est monstrueux. Oui, mais là, je te rassure, Wilfried, c'est relativement bien estimé. C'est the value of loss load. C'est-à-dire que tu as, aux États-Unis, en Europe, etc., tu as des estimations sur comment on peut estimer la perte pour l'économie liée à une interruption de la fourniture d'électricité. Ce que je veux dire, c'est que tu peux le mesurer d'un point de vue économique. Ton impact politique peut être dévastateur, totalement dévastateur. Et donc, le régulateur qui va prendre la décision aujourd'hui, le politique qui va prendre la décision aujourd'hui, doit intégrer le fait que si jamais tu as un blackout en Bretagne... Non, mais alors attends, mais allons-y, parce que c'est ça le sujet qui m'intéresse aussi. Donc le politique qui va prendre la responsabilité, par exemple, de fragiliser le marché européen de l'électricité en essayant de changer le système de tarification qui est le système actuel et que Bruno Le Maire veut changer, qui est celui de la dernière centrale appelée. Pourquoi la dernière centrale appelée ? Ça, on l'a bien expliqué. Parce qu'il faut qu'il y ait un gars qui appuie sur le bouton, il faut que ce soit rentable pour lui à la fin des fins. Pour équilibrer les réseaux. Et s'il ne le fait pas... Mais ça, c'est un système formidable. Le marché, de gros de l'électricité, c'est un système formidable. Pourquoi c'est un système formidable ? Parce que, justement, les consommateurs, ils vont payer leur électricité sur le marché de gros. Ils vont payer leur électricité et se fournir auprès de celui qui propose le prix le plus bas. S'il est en Allemagne, s'il est en Hollande, s'il est produit avec du nucléaire, s'il est produit avec du gaz, peu importe, le fait que le prix soit égal au coût marginal de la centrale marginale, eh bien il fait, et le fait qu'il y ait un marché européen et qu'il y ait une plaque européenne de l'électricité, fait que vous pouvez, à chaque instant, vous approvisionner, vous, comme consommateur de gros, au prix le plus bas de la production plus la transmission. Je ne comprends pas, c'est tout le contraire qui se passe en ce moment. Ça, c'est le marché de gros. Et le marché de gros, le marché de gros, c'est le seul marché qui existe sur l'électricité. En Europe, il n'y a pas. Mais alors, c'est quoi ce 150 € le mégawattheure qu'il y a aujourd'hui ? Ça, le 150 € du mégawattheure, c'est la facture. La facture, c'est à peu près 50 € de production d'électricité, et puis à peu près un tiers de taxes, et puis à peu près un tiers d'acheminement de l'électricité. Donc, et alors, ce que je trouve formidable sur la facture de l'électricité, c'est que et le marché de gros dont Bruno Le Maire pense pique-pendre, eh bien ce marché de gros dans votre facture, il représente 10% du prix que vous payez, le marché de gros. Et donc on est extrêmement protégé en France parce qu'il y a un tarif administré de l'électricité qui s'appelle le tarif bleu, dont la plupart des consommateurs bénéficient. Et même si vous n'êtes pas EDF, vous avez le même tarif que la plupart des concurrents. Pas les entreprises. Alors les entreprises ont un autre truc qui s'appelle l'AREN. Oui, mais et donc il y a un prix administré. On mélange tout. À l'arrivée, quand même, tu es aujourd'hui sur une envolée des prix et des prix de gros de l'électricité. Voilà, quand même, des prix de gros de l'électricité. Alors les entreprises sont couvertes, ok, etc. Mais n'empêche que c'est vrai que tu te retrouves avec une instabilité, une volatilité. Tu comprends que les responsables politiques se posent des questions sur cette instabilité et cette volatilité. Non, pas, parce qu'on est incroyablement protégé, moins quand on a une entreprise, mais en France, il se trouve qu'il y a un tarif administré qui protège les ménages et en grande partie les entreprises de la volatilité et du prix sur le marché de gros de l'électricité. Donc pour toi, c'est pas un sujet. Il y a une espèce de fantasme, et n'oublions pas une chose, l'électricité, c'est une commodité. Qu'est-ce qui caractérise les commodités ? C'est la volatilité des prix. Donc on a un marché de gros qui fonctionne bien en Europe, qui est un bon signal pour le court terme, parce qu'on peut s'approvisionner selon le prix le plus bas, d'accord ? En revanche, c'est très mauvais pour le long terme, mais comme toutes les commodités. François, je ne comprends pas cette histoire de prix le plus bas. La demande, on dit que la demande est inélastique. Donc pour demain, voilà, la demande, elle sera ça. Après, comme l'électricité, on ne le stocke pas de façon économique, après, vous faites un appel d'offres et vous dites demain, qui est-ce qui va produire à tel prix. Ouais. Voilà, et donc les électriciens d'Europe répondent et disent demain, moi je fais tant de mégawattheures à tel prix, etc. Et vous avez comme ça une courbe d'offres qui se construit. Et vous faites l'intersection avec la courbe de demande. Et ça commence par le solaire et l'ordre d'appel des différentes énergies. Et vous vous arrêtez, par la dernière centrale dont les consommateurs ont besoin demain, vu le niveau de température et vu leurs besoins, et c'est elle qui fait le prix. Voilà. Et donc ça, c'est un marché. Mais oui, mais c'est elle qui fait le prix. C'est toujours une fossile. C'est toujours une fossile. La dernière centrale appelée, toujours. Enfin, sauf si t'es en abondance. Mais quand t'es en tension, en général, quand t'es en rareté et en tension, c'est toujours une fossile. Et donc, elle va être structurellement de plus en plus chère. Elle va être structurellement... Du fait des crédits carbone, du fait... Et quel est le problème des tensions... Ça dépend. Quel est le problème ? Le problème, c'est justement des prix d'énergie. Le problème, Le problème, c'est des prix d'énergie qui s'envolent
Quand toi, responsable politique français, héritier des décisions prises par d'autres que toi qui avaient plus de courage politique, tu te dis, j'ai un parc nucléaire qui me donne justement une très grande stabilité à 45 € le mégawattheure. Après, c'est une autre question. C'est OK. Scénario alternatif, contrefactuel, comme disent les économistes, on adore ce terme, contrefactuel, une France électrique isolée. Donc, effectivement, une France électrique isolée, on aurait un prix de l'électricité plus faible parce que le coût de production du nucléaire du parc actuel est bas et très compétitif. En revanche, les Allemands auraient un prix de l'électricité plus élevé, d'accord ? En revanche, les Français, si par malchance, il y a un problème dans tel tuyau pour 10 réacteurs du parc français, eh bien, l'autorité de sûreté nucléaire va dire on arrête, il faut arrêter ces 10 réacteurs. Okay ? Donc là, dans la France isolée, super, on a comme ça un cinquième du parc qui ne peut pas produire parce qu'il y a un problème de sûreté. Donc, oui. Donc, je comprends ce que tu dis. Et on oublie que tous les ans, le 8 ou le 9 février, on est limite voilà. Donc sur la France notre isolée, production électrique. c'est quand même pas une bonne idée. Et d'autre part, il y a un truc qui s'appelle, c'est classique, c'est comme les vases communicants. On ouvre le marché entre la France et l'Allemagne sur l'électricité, c'est ce qu'on a fait depuis 25 ans, d'accord, avec ce marché européen de l'électricité. Eh bien, les Français qui payaient moins cher l'électricité, ils vont payer plus cher, et les Allemands qui payaient plus cher leur électricité vont payer moins cher. Vous avez deux vases communicants, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas, et vous ouvrez les vannes, voilà. Et c'est le prix de notre sécurité d'approvisionnement. La mutualisation. Ouais, non, effectivement, ce que décrit François, c'est le prix de la mutualisation. C'est l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que, en fait, quand on est isolé, on est effectivement plus sûr de notre méthode de calcul de prix. En revanche, si on a le moindre pépin, il n'y a personne qui va venir nous équilibrer. Et là, effectivement, le rôle de la France en Europe, c'est d'approvisionner, en règle générale, 90% du temps, en énergie pas chère, des gens qui en ont besoin. Le problème, c'est quand nous, on en a besoin, effectivement, derrière, on dit « Ah bah oui, on paye cher ». Bah oui, mais ça, c'est le prix à payer pour avoir cette mutualisation qui donne, en fait, du confort d'approvisionnement à tout le monde. Le prix à payer, c'est qu'effectivement, de temps en temps, on peut avoir, dans des circonstances particulières, on est aujourd'hui dans des circonstances particulières, effectivement, des volatilités extrêmement fortes, comme on a sur certains marchés. Alors en plus, comme c'est pas stockable, contrairement aux autres commodities, c'est un peu différent, mais voilà, oui, c'est ça, tu peux pas le réguler. Tu peux pas le réguler. Il n'y a pas d'OPEP de l'électricité. Et à un moment donné, comme tu dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a intérêt à appuyer sur le bouton maintenant. Voilà. Pas de stockage, tu ne peux pas faire ton stockage. Non, mais je voudrais vous convaincre du fait que... Mais alors très rapidement, parce que sinon on va pas parler du matelas. Que les ménages et les entreprises en France sont extrêmement bien protégés contre la volatilité du prix de l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tarif administré pour le consommateur final, le tarif bleu, et il y a un tarif qui est en partie administré pour l'industrie à travers l'AREN. Donc, pour donner une analogie, c'est comme lorsqu'il y a des émeutes raciales aux États-Unis et où les flics américains tapent sur les Afro-Américains, eh bien en France, on pense que la police française, c'est la même. Ben voilà, c'est le même effet. On pense... Non, mais... Ça va loin, là. Tu te regardes comme un analogie. Voilà. Là, je suis absolument surpris de cette espèce de phénomène. J'ai l'impression qu'en France, tous les consommateurs ont eu la hausse. Mais la hausse... Oui, mais c'est rien du tout. Le gouvernement a quand même annoncé un gel, enfin un plafond avec une hausse de 4% maximum, qui aurait dû être de 14% si on avait respecté l'ensemble des critères. Qui aurait dû être d'un peu moins de 10%. Ça aurait dû être d'un peu moins de 10%. Et le gouvernement, ce que je ne comprends pas, le gouvernement, dans un premier temps, il s'agissait de protéger les ménages à bas revenus et qui ont des factures d'électricité colossales parce que leurs logements sont mal isolés. Et maintenant, tout le monde va être protégé. Le chèque énergie était la meilleure solution. C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe gouvernemental, c'est que l'idée quand même au départ du gouvernement, c'est d'augmenter les prix de l'énergie. La taxe carbone, c'est fondamentalement un signal prix. Et l'idée, c'est de dire, on va augmenter, alors pas que de l'énergie, mais en l'occurrence pas mal des énergies fossiles évidemment. On va augmenter le prix des énergies fossiles et donc globalement de la facture d'énergie, de façon à vous inciter à isoler vos logements, mettre de double vitrage, etc. Et donc c'est vraiment cette approche-là qui est un peu perdue là actuellement dans le schéma actuel, on a un peu du mal à s'y retrouver. De même que d'ailleurs fermeture de Fessenheim, développement du SMR, c'est pas non plus complètement super cohérent, mais bon. Donc on a du mal à s'y retrouver dans le mix énergétique. Effectivement, la logique, ce serait de dire on assume complètement un prix carbone qui augmente et donc un prix de l'énergie qui augmente et on redistribue ces impôts additionnels
sous forme de chèque. Alors, j'aime pas l'idée de chèque énergie parce que précisément, ce qu'on veut, c'est qu'ils dépensent pas en énergie, les ménages. Donc, je préfère un chèque tout court et libre aux ménages d'arriver à dépenser moins d'énergie parce qu'ils vont prendre moins leur voiture ou qu'ils vont s'organiser autrement, etc. Et qu'ils aient quand même un gain de pouvoir d'achat, une neutralisation du pouvoir d'achat. Il faut surtout pas un chèque énergie, il faut un chèque le plus général possible, un chèque en euros, et qu'ils disent, voilà, chaque fois que l'État récupère tant de plus en taxes environnementales, en taxes carbone, il le redistribue intégralement. Et ça, pour moi, c'est la clé parce que c'est la seule façon de rendre acceptable une taxe carbone qui, par ailleurs, est vraiment indispensable. Mais la différence quand même aussi, je suis tout à fait d'accord, la différence c'est que là c'est un choc très très violent pour justement par exemple les Espagnols qui payent plein pot l'augmentation du prix de l'électricité sur le marché de gros, c'est un choc très violent. Alors que l'idée d'une taxe carbone, c'est d'avoir une trajectoire définie à l'avance d'une augmentation progressive. Et donc là, quand même, on est dans des chocs et dans des effets sur les sociétés, sur l'économie et sur les entreprises, les ménages, qui sont différents. Soit, tout d'un coup, une facture qui double et de façon inattendue, soit quelque chose qui est annoncé à l'avance avec une augmentation progressive du prix du carbone. Sauf que le prix du carbone, la Commission européenne a décidé, sans doute dans sa grande sagesse, c'est pas ici qu'on nous contredira, d'en faire un marché pour que ce soit efficace, et que la trajectoire de hausse contrôlée, elle n'est plus contrôlée du tout. Et que tu as eu doublement du prix de la tonne de carbone depuis le 1er janvier. Enfin de la même... Oui, non, mais d'accord. Non, mais c'était le but initial. On est d'accord, mais on est rattrapé par ce truc-là, et comme le disait François-Xavier, parce que ça marche, en fait, les gouvernants sont en train de se dire... Oh, non, mais je pense que le fond du problème, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est l'opposition entre pouvoir d'achat et avenir de la planète. Bien sûr. Et donc, surtout en période électorale où le pouvoir d'achat, c'est évidemment un signe et porté haut sur l'agenda. Mais là, on voit bien cette question, pouvoir d'achat versus futur de la planète et la planète qu'on laissera à nos enfants. Un truc là-dessus. Non, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de l'offuscation, ce sera pour la prochaine fois. C'est pas grave, c'est une donnée fondamentale. C'est pas d'actualité. Voilà, c'est pas d'actualité. Même si, parce que en fait, voilà, offuscation. Ben alors, si vous connaissez très bien je dois dire que j'ai appris ce mot d'offuscation. Tu connaissais pas du tout. Pas du tout. François-Xavier connaissait. Non, je connais pas. On a tous appris. Quel teasing pour la prochaine fois. Quel teasing. Donc continuons sur ce sujet, sur les minutes qui nous restent. Non, mais moi, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a effectivement une très grande différence entre une approche économique qui est parfaitement rationnelle et une approche politique et un ressenti social qui est totalement à l'envers. C'est-à-dire que quand on explique le fait qu'on va devoir globalement tout payer plus cher en raison de la transition, de la transition climatique, quand on s'adresse à un panel, en général, c'est oui, on a tout à fait compris que c'était important pour la planète. Après, dans les décisions à la fois de consommation d'une part et dans les réactions politiques d'autre part, on a des réactions totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens fondamentalement ne le veulent pas. Mais non, mais parce qu'on ne joue pas franc jeu. C'est-à-dire que, de la même façon que Fessenheim, à aucun moment, tu as un gars qui va venir dire « Ouais, c'est vrai, on s'est gouré ». Non, ils vont nous dire ce qui est faux, la centrale était obsolète, il fallait la fermer, de toute façon, ça n'a rien à voir. Et là, aujourd'hui, par exemple, tu sais très bien, tu as une idée à peu près claire de combien va te rapporter à toi, État, la hausse actuelle des prix de l'électricité. Voilà, 3, 4, 5, 6 milliards. Tu sais que tu auras plusieurs milliards à redistribuer grâce à EDF et grâce aussi à ce marché du carbone, puisque ces crédits carbone, ils sont vendus par la Commission européenne. Et ensuite, ce sont, alors pas encore des milliards, mais des centaines de millions qui reviennent aux différents membres de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça sur la table en disant c'est ça qu'on va vous redistribuer? Alors sous une forme à débattre effectivement, mais voilà, il y a une masse de pognon parce que tu veux l'utiliser à autre chose au cas où. Voilà. Exactement. Non, mais parce que déjà le fléchage des impôts est quelque chose d'extraordinairement compliqué à la fois à mettre en place et à organiser. Il y a quand même une loi organique. Enfin, c'est assez compliqué de mettre tout ça en place. On est sur des économies qui, en particulier l'économie française, qui a besoin régulièrement d'augmenter ses recettes parce qu'on dépense tellement qu'on les compense avec de la dette et on sait qu'à un moment donné, ça ne va pas être possible. Et donc, politiquement, on ne peut pas dire aujourd'hui, face à une situation qui, au quotidien pour les Français, n'est pas du tout une situation dramatique,
de dire c'est du sang, de la sueur et des larmes. Politiquement, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Quelqu'un qui propose ça, le Churchill du climat, je l'attends toujours. Parce que forcément, il ne sait pas... Peut-être pas, parce que tu as des mécanismes de compensation que tu peux mettre en place. Mais tu peux obligatoirement. Comme le dit François, si tu choisis d'arroser, de bloquer le prix de l'électricité pour tout le monde, ou au contraire, de concentrer tes efforts sur ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas la même chose. Mais Stéphane, tu peux mettre en place tous les mécanismes que tu veux, mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recréer une technocratie autour, tu vas recréer une technostructure, tu vas recréer des contrôleurs, tu vas recréer des fonctionnaires, donc tu vas remettre des couches de frais qu'il va falloir payer. Hein. Donc avec quoi tu vas le payer? Tu vas le payer avec ta taxe. Pas sûr. Forcément. En France, forcément, tu rajoutes toujours des couches, et en plus, tu as un effet. Tu vas forcément avoir un effet décalage dans le temps. Tu auras la Commission nationale de compensation. La haute commission avec le haut commissaire. Il n'y a pas de commission, il n'y a que des hautes commissions. La haute commission nationale de compensation de la transition énergétique. Mais bien sûr, avec des comités de pilotage et avec des... François, vous la présiderez? Moi, je suis plus optimiste. C'est-à-dire qu'on assiste quand même, depuis quelques mois seulement, à... Une prise de conscience que la transition énergétique, ça sera justement des sueurs et des larmes. Il y a une prise de conscience, on parle de plus en plus du fait que, oui, ça va coûter, c'est pas facile, on va avoir des coûts les premières années, assez longtemps, et on a des coûts maintenant pour des bénéfices beaucoup plus tard. Voilà. Donc, et c'est en train de se dire, alors qu'avant, c'était... Je suis pas sûr qu'ils sont en train de se dire, moi, mais enfin bon. Ça commence. J'étais étudiant à Mines Paris-Tech, quoi, mais... Non, même alors chez les Verts, il ne faut pas exagérer, mais ou même, puisqu'on parlait de fragmentation des différents partis, des opinions, eh bien, même chez les Verts, il y a des gens qui ont pris conscience que, voilà, c'est pas gagné, c'est pas le double dividende, on va créer des emplois. Je pense que tu as deux choses, en fait. Vas-y, François-Xavier, et puis ce sera à la fin. Ça va coûter beaucoup moins cher que ce qu'on croit, à mon avis. Aujourd'hui, si tu facturais la tonne de carbone à 100 €, tu aurais un montant total de taxes qui serait de l'ordre de quelques pourcents du PIB mondial, ce qui est beaucoup évidemment, mais ce n'est pas non plus quelque chose de totalement hors de propos, hors de portée. Et surtout, ce sont des technologies dont les coûts baissent extrêmement rapidement. Les coûts de production d'énergie décarbonée, les coûts de viande synthétique, en tout cas les coûts des technologies alternatives que décrivait Bill Gates dans son bouquin avec ce qu'il appelait les green premium, ces green premium baissent de plus en plus vite. Et donc je pense qu'il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est passé par exemple pour l'automobile. Aujourd'hui, une automobile est de bien meilleure qualité, avec des dispositifs de sécurité, la climatisation, le machin qui n'existait pas il y a 40 ans, et elle est moins chère. Elle est 2 fois moins chère aujourd'hui qu'en termes de pouvoir d'achat, en termes de salaire, qu'il y a 40 ans. Et donc, non, François-Xavier, non. Bon, enfin bref. Et elle permet d'aller plus loin. Émission sur l'automobile à venir. Non, elle est plus chère, elle est de plus en plus chère. En termes d'heures de travail salariés pour elle est moins chère. Une automobile. 2 fois moins cher. On ne voit la prochaine, on sort les chiffres. En fait, le sujet, c'est que l'impossibilité de comparer, d'ailleurs, on aura bouclé la boucle parce que Wilfried a commencé là-dessus, c'est qu'en fait, elles ne sont plus comparables, ces voitures. Voilà. Bien sûr, elle est mieux, elle est beaucoup mieux et elle est moins chère. Elle est plus comparable et moins chère. Le Talbot de mon père et la 3008 aujourd'hui, tu ne peux plus comparer. Mais il l'a payé plus cher. Non, le Talbot de mon père, c'était mieux quand même. Du vôtre, du mien. Bon, les amis, merci pour tout cela. Et donc on se retrouve très bientôt. Je ne vous ai pas convaincu sur le fait que les Français ne sont pas exposés au prix du marché de gros très marginalement. Alors que c'est... Si. Non, mais tout le monde a l'air... j'étais vraiment très étonné de voir partout cette idée-là. Et il se trouve que non. Voilà, on est très peu... Si tu veux, parce que tu as des couches. Si tu mais on est au bout. Mais non, mais là, il y a le générique qui tourne, etc. Et tout, on continue à discuter. Le prix de l'électricité, on en refera une sur le prix de l'électricité. Et à ce moment-là, je t'inviterai. Voilà, on va refaire ça. Les amis, on se retrouve demain.